Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock, saison 2 de Test Drive. Aujourd'hui, avec une voiture un petit peu particulière. En effet, il s'agit d'une Supra, c'est une Supra! Non, c'est pas une Toyota Supra, c'est une Toyota Soarer et c'est Clyde qui va nous la présenter. Clyde qui avait déjà présenté sa Toyota Yaris lors de la saison 1. Salut Clyde, comment vas-tu? Ça va et toi? Tranquille. Donc tu me disais que elle n'est pas vendue en Europe, du coup même chez Lexus, c'était uniquement aux États-Unis. Oui, c'est ça, uniquement aux États-Unis, selon Lexus SC300 et 400 avec le 2JZ Atmo et le 4 litres V8. Chez nous, on en a eu quelques-unes en Europe, mais c'est de l'importation privée en fait. Et j'étais persuadé qu'elles étaient officiellement importées sous le badge Lexus chez nous, et du coup non. Donc tu viens de dire le mot magique, 2JZ. C'est ça. Et donc ici tu es sur une version biturbo qui n'est pas exactement le 2JZ, c'est le 1JZ GTE. Ouais. Qui est un bloc qui a été déjà sorti sur la Supra MK3 pardon, et sur d'autres modèles comme la Mark II Blitz et d'autres modèles un peu exotiques. La marque de Blitz, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Là, je dis ça, je dis rien. On peut voir qu'il y a, je suppose, une petite modification. Il y a un filtre à air là, je suppose qu'il n'est pas d'origine. Alors, le cône. non, le moteur est totalement d'origine, sauf le cône qui est là. Et alors bien caché ici, un petit peu plus là, on a la dump valve HKS. Donc on peut voir que le JZ a été fait par Yamaha. Je ne sais pas si on voit bien à l'image, mais oui, c'est bon, la mise au point se fait. Deux marques de renom qui travaillent ensemble. Exact. D'ailleurs, le Toyota et Yamaha, ils ont travaillé, je pense, la première fois sur la 2000 GT, si je dis pas de C'est bêtises. tout à fait ça. Et initialement, ça devait être une Nissan, enfin une Datsun à l'époque, et pas une Toyota. Tout à fait, et c'est un projet bêtement repris par Toyota qui voulait rentrer dans les sportives. Et comme Nissan n'en voulait pas, ils se sont dit pourquoi pas. Oui, et surtout que Nissan, ils ont pris ce qui les intéressait de Yamaha, et puis ils se sont dit on va faire la Z tout seul. C'est un peu la même histoire que Philips et Nintendo, qui voulaient faire la PlayStation avec Sony, et finalement, hop là, Et c'est dit, c'est débrouillé tout seul. Nintendo a retourné sa veste, et maintenant on a PlayStation. Nya. Une question quand même qui me paraît légitime, comment t'en es arrivé à acheter une Soarer du coup, puisque la voiture est totalement inconnue chez nous, ou presque. À la base, grand fan de Toyota, comme tu le sais. Oui. J'avais envie d'une Supra. Le problème, c'est que la cote d'une Supra, ça a littéralement explosé sur 10 ans, donc c'est impayable pour le commun des mortels. Et c'est en discutant avec un ami importateur qui me dit bah, tiens, pourquoi tu partirais pas sur une Soarer? C'est en gros une baby Supra, puisque c'est un châssis de Supra, c'est un moteur de Supra, c'est un train roulant de Supra, mais c'est méconnu. Et comme les gens n'en veulent pas, eh ben, c'est pas cher. Et comment tu es arrivé sur cette Soarer? Alors, c'est tout bête, j'en cherchais pour un achat au Japon, et puis je suis bêtement tombé sur une annonce sur deuxième main d'un gars dans les Flandres qui en avait une, qui était celle-là, qui divorçait et qui la vendait. Il avait pas envie de donner la moitié de la Soarer à sa femme. Exactement, je la vends d'abord. C'est ça, donc ça m'a permis de pouvoir l'avoir déjà ici en Belgique, déjà homologué. Déjà homologué en Belgique, mais dans l'autre moitié du pays. C'est le Nord. Où ils n'avaient pas dû rajouter d'anti-brouillard alors que toi, le contrôle technique, t'as bassiné pour en rajouter un. Tout à fait, parce que dans les Flandres, ils sont très sympas, puisque comme il n'y en avait pas d'origine, c'était pas nécessaire. Et en Wallonie, j'étais obligé de remettre la grosse sucette qui ressort juste là. Il y a aussi une raison pourquoi elle est là. Oui. Je l'explique aussi, puisque forcément, j'avais absolument envie de la petite plaque import, et qu'en ayant mis au truc tout moche, et ça faisait accès à la petite plaque. Ça rentrait effectivement. Sinon pour l'histoire, je suis honnête à dire qu'il doit être normalement ici, de manière plus esthétique et mieux intégrée. Mais voilà, il fallait la petite plaque là un peu haut, donc j'ai mis le. Donc tu aurais pu, à la place de rajouter l'anti-brouillard là, tu aurais pu mettre des feux de Lexus américaine du coup. C'est ça. À moins qu'elles aient pas d'anti-brouillard aux États-Unis. Si, aux États-Unis, ils avaient l'anti-brouillard, donc j'aurais pu les mettre, mais je voulais laisser un maximum d'origine. Limite. Je peux pas faire signe d'une caméra en main les gars, mais salutations. Je sais pas si tu as déjà dû effectuer des modifications sur ta voiture, alors pas forcément d'ordre performance ou esthétique, mais modifier des pièces qui étaient trop usées, trop abîmées, des choses comme ça. Ouais, j'ai fait tout ce qui est niveau mécanique, j'ai fait tout ce qui était courroie de distribution, tout ce qui était vidange pont, vidange boîte, enfin les consommables classiques on va dire. Au niveau carrosserie, ça se passe comment si tu as des pièces à changer? On va espérer qu'il n'y en ait pas. Donc après la chance c'est que heureusement des Soarer et des SC300, 400, il y en a quelques-unes quand même en Angleterre. Donc forcément on n'espère pas arriver jusque là, mais si jamais un jour on prendra une épave là-bas pour rapatrier ici pour la refaire. De racheter une épave pour réparer une voiture qui potentiellement n'aura pas grand chose.
Le petit béquet sur le coffre, c'est d'origine? C'est d'origine. C'est un accessoire, une option ou C'est toutes les un versions accessoire d'origine. Je trouve elle est quand même assez fluette finalement quand on la voit. Alors c'est vrai que la Supra n'était pas forcément très mastoc non plus, en dehors des kits larges ou autres qu'on pouvait trouver. Toyota est toujours resté assez simple dans ses designs. On n'a jamais Oui. rien trouvé vraiment d'agressif dans leur style, sauf quand on modifiait, forcément. Et là, c'est un petit spoiler donc, du catalogue d'origine. Sinon, c'est vrai que sans le béquet, ça fait spécial, quoi. C'est une GT, c'est pas une Clio. Mais JZ doit faire du bruit. Voilà, ça ce sera la prochaine étape. La ligne inox sur mesure avec des clapets. Non? On n'ira peut-être pas au clapet, mais on ira quand même sur la ligne inox. C'est bien les clapets, comme ça reste discret GT quand tu dois être discret GT et c'est bruyant quand t'as envie. Mais un JZ, ça doit chanter. Oui, après tu peux laisser les clapets ouverts tout le temps, juste quand tu sors de ta rue tu les fermes et puis dès que t'es dans la rue d'à côté... Pas de mauvaise idée. Ah c'est une bonne idée, c'est une idée pour pas te faire des ennemis dans ton voisinage. J'ai pas d'ennemis. Pour l'instant, si elle fait trop de bruit tu pourras en avoir. Non, c'est vrai que c'est à envisager effectivement, mais ce sera dans les prochaines modifs en tout cas, ça passera par la ligne d'échappement. On Le va reste, passer... par contre, elle va rester un max d'origine. Elle a juste les filetés et les jantes, et c'est tout. Ah, les gens qui sont des quelles marques d'ailleurs tes jantes? Ce sont des Dunlop Direzza qui sont importés du Japon aussi. Et donc ils font des jantes aussi chez Dunlop. Ouais. Je savais que Yokohama faisait des jantes, Yokohama Wheels. C'est juste que donc les jantes Dunlop sont des jantes d'époque. C'est très difficile à trouver. Là, c'était des jantes forgées que j'ai eu la chance de trouver via W-Spec, un port ici en Belgique, qui les a importées en même temps qu'une Supra. Et comme ça m'intéressait, voilà, j'ai eu la chance de les avoir. Parce que les jantes d'origine, ça fait un peu petit, ça fait un peu trop sage. Donc, à l'instar du Renault Avantime, la porte s'ouvre vers l'avant presque, ce qui est assez particulier. Et puis là on peut voir qu'au niveau des charnières c'est complexe. Un passage à l'intérieur avec un habitacle tout de noir. Et je m'attendais à du cuir, c'est pas du cuir du coup. Non. Il faut savoir qu'au Japon, l'intérieur cuir n'est pas considéré comme la version luxe. Il part sur un intérieur un peu plus style velours. Laine, ils aiment bien aussi je pense. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc pas de cuir dans cette version-ci. Et alors la raison pour laquelle ils préfèrent les tissus plutôt que le cuir, c'est que le cuir ça couine quand on bouge dedans, alors que le velours c'est silencieux. Moi j'aurais ajouté un autre truc, c'est que quand il fait chaud, le cuir c'est chaud. Quand il fait froid, le cuir c'est froid. Alors que le tissu c'est à peu près toujours le même ressenti au toucher. C'est pas plus mal au niveau du confort. Par contre ça prend la poussière un peu plus. Ça prend la poussière. Alors, la première chose que j'ai remarqué c'est que il n'y a pas de logo Toyota sur le volant, mais le logo Sorer du coup, puisque c'était courant à l'époque, les voitures un peu typées avaient leur propre logo. On retrouve ici, c'est un dragon j'ai C'est l'impression. un griffon. Un griffon, j'étais pas loin. Griffon d'or. Est-ce qu'elle est capable de jouer au Quidditch? Non, malheureusement pas. Oh, désolé pour les fans de Harry Potter. Il y a beaucoup de boutons, que ce soit sur la console centrale ou que ce soit derrière le volant. C'était une époque où chaque option avait son bouton, je suppose. Ouais, tout à fait. Et tu as, pour une voiture de cet âge-là, pas mal d'équipements de série. Tu as par exemple un compteur digital, où tu as un petit bouton qui est juste ici, où tu as un contrôle de tous les éléments. Ça donne par exemple ton litrage de carburant restant. Elle vérifie le liquide de frein, la pression d'huile, la charge de batterie, la température d'eau, l'injection d'essence, l'ABS, les phares, le niveau d'huile, tout est vérifié. Du coup, quand elle vérifie les feux, elle les allume tous pour vérifier? Non, c'est une vérification électrique, Ok. électronique, pardon, qui se fait dessus. Alors au niveau des autres options, tu as une clim automatique. Ce qui pour l'époque était plutôt pas C'est mal. quand même Hein. déjà pas mal du tout. Disons que 10 ans plus tard, c'était plus courant, mais c'est vrai qu'en 90... Alors tu as les phares allumage automatique. Hop, je remets le volant ici. Donc phare allumage automatique, tu as les portières qui se verrouillent toutes seules dès que tu atteins les 30 km/h. Et alors, ce qui est vraiment pas mal, mais tu ne vas pas le voir aujourd'hui comme il fait jour, c'est les phares qui éclairent l'intérieur du virage. Tu vois cette option qui nous sort depuis 3-4 ans, on éclaire le virage. Oui, ben non, en fait, on n'a rien inventé. DS la faisait déjà, mais les anciennes Citroën DS le faisaient déjà aussi. Bon, je trouve qu'on est quand même pas mal niveau équipement et options. Et alors, régulateur de vitesse aussi. Et régulateur aussi, ah oui quand même. Il est là, sur le côté. Ça, il n'a pas changé chez Toyota, ils ont gardé le même bouton au même endroit. Ça fait 30 ans qu'ils font le même. Ah, ils rentabilisent celui-là, ça c'est sûr. Oui, bah si ça fonctionne, pourquoi le changer?
Alors au niveau de la console centrale, on a là encore pas mal de choses. Bon, on a l'autoradio, la clim. Alors, tout ce qui est réglage au niveau de la radio, donc c'est une radio d'origine, donc qui malheureusement ne fonctionne pas avec les bandes européennes, puisque les bandes japonaises... ils n'ont pas les mêmes fréquences que nous. Du tout, donc ça sera remplacé par après, puisqu'en plus de toute façon ce qui m'embête c'est que l'écran est un peu abîmé et comme j'ai envie de la refaire nickel, il faudra le refaire. Après au pire, tu as quand même encore deux possibilités de son, le lecteur cassette et le JZ. C'est ça, Je pense que tu as fait ton choix. le JZ. Donc avec tout ce qui est réglage, basse aiguë, etc. Il faut un petit bouton qu'on appuie maintenant, je vous ai venu à l'autre là, chaque menu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, a vraiment chaque fonction a son bouton. Et là tu vois la clim, on a les mêmes fonctions que ce qu'on a actuellement. Et elle est activée la clim là. Alors la clim là elle n'est pas activée. J'ai l'impression de sentir le frais, c'est juste le taux grand. C'est le taux grand. D'accord. On est sur une belle petite clim digitale. Et donc le bouton là c'est la température. C'est une clim automatique. Et le bouton du dessous c'est le volume de la radio. Pour la radio. On a mis une vieille cassette d'époque pour rester dans le style. Et alors au niveau de la boîte de vitesse, donc c'est une boîte auto. Et je vois que tu as un bouton normal ECT Power. C'est pour la sélection de la boîte. Donc normal c'est le mode classique et Power c'est le mode où elle va passer ses vitesses un tout petit peu plus haut et un tout petit peu plus rapidement. Ok, donc tu as déjà entre guillemets un mode sport. Tout à fait. Et alors un overdrive sur le côté. Ok. Et alors le bouton rouge sur le dessus c'est... Donc c'est le shift lock. C'est ce qu'on a encore sur les boîtes automatiques actuelles. Si jamais il y a une panne ou autre et qu'il faut déplacer le véhicule qui est bloqué en P, simplement sans la clé de contact, on appuie sur le bouton et on sait la repasser en neutre pour la pousser ou le tracter. Je suppose que c'est une 2+2 ou 4 places, je sais pas. C'est 3 places à l'arrière, il y a 3 ceintures. Il y a 3 ceintures, ah oui, donc, Ouais. la là, personne au milieu, elle doit avoir le cul un peu sur du dur, mais il y a une place au milieu. Après les japonais sont relativement petits, donc Oui. pour eux ça doit aller, mais pour nous en Europe, je ne tenterai pas de mettre trop passagers derrière. Non, je pense pas non plus. Par contre, vu que les sièges sont très creusés, j'ai l'impression qu'on a vraiment de l'espace, mais que la voiture est assez basse. On a de l'espace pour la tête, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines voitures. Bon, ça va, niveau dimension, on est... Oui, enfin là t'es à l'avant, mais Ouais, je parle à l'arrière. Là, quand tu vas de l'arrière, on suit vraiment sur la même ligne. En pensant bien qu'au niveau du ciel de toit, on perd 4-5 cm du fait du toit ouvrant. Oui, effectivement. Un toit ouvrant qui est électrique ou qui est manuel? Électrique. On a bien les deux modes. Ok, donc là t'as la possibilité de l'osciller ou de glisser. Elle a tout d'une grande. Tu l'as récupéré, c'était fonctionnel ou t'as dû bricoler un peu pour... Non, tout est fonctionnel. Pas de prise d'eau, enfin tu sors pas quand il pleut donc... Du tout, j'ai déjà passé au carrelage, donc forcément, s'il y aurait eu, ça aurait coulé, mais absolument rien. Pour une voiture de 32 ans, elle est encore en très très bon état. Ah, c'est japonais, c'est conçu pour... En tout cas à l'époque c'était conçu C'est pour durer chez un peu conçu tout le pour monde, mais durer. les japonais ils étaient encore... Ils ont des petits détails auxquels ils pensent. Je vais peut-être expliquer le principe au niveau d'ouverture de la vitre, peut-être. Ou quand on baisse les vitres, sur un véhicule 3 portes, on a souvent tendance à voir la vitre qui vient se décaler un peu et qui bouge. Et bien, ils ont mis un système de vis dans la fenêtre qui fait qu'elle glisse vraiment en restant bien droite. Ça fait bizarre d'être à gauche. J'ai pas de pédale. Bon, boîte auto, je te rappelle, on touche pas au pied gauche. Ouais. J'ai plus l'habitude des conduites à droite que des boîtes auto. C'est grave ou... Non, ça ira. Tant que tu freines pas du pied gauche. Sur Gran Turismo aussi, tout le temps, j'ai encore fait hier, très beaucoup. Faut juste bien penser à serrer à droite. Ouais, c'est ma deuxième conduite à droite, la première c'était la MG en saison 1. Après ça va, vu que pour commencer on a la ligne blanche. Donc... Tu peux serrer un peu à droite, un peu fort à gauche. Non, je suis pas mal. Par rapport à la vue du rétroviseur, je suis correct, t'inquiète pas. Je pense que c'est juste que t'as pas l'habitude. C'est peut-être ça d'être en passager de ta propre voiture RHD. Ça doit être ça. J'ai dit qu'il y avait moins de nids de poules qu'à Mons, mais il y en a. Hein. On est en Belgique, on est en Wallonie. Donc... Attends, parce qu'ils ont tactement pas besoin. Et je vois qu'ils ont fait ça comme la MG, ils ont inversé les commodos. Parce que c'est une véritable JDM en fait. Normalement, si tu as une anglaise, mais Eurospec, tu as tes phares à gauche et tes essuie-glaces à droite. La MG appartenait à Polion, donc je suppose qu'elle avait été immatriculée en Angleterre initialement. Le petit feulement du cylindre. C'est vrai que c'est discret quand même. Hein.
Ça reste discret, mais dès que tu accélères, tu as le couple directement qui est là. C'est ultra agréable. Ah oui, Mais ça reste très silencieux. En termes de, oui, c'est ça, en termes de moteur, c'est silencieux. On sent que ça a été conçu comme une GT. Après, la Supra était. C'était quoi en fait? La Supra, c'était l'équivalent un peu plus sportif de. C'était une grosse GT aussi, hein, mais un peu plus sportif que la. C'est pour ça qu'ils s'étaient amusés entre guillemets sur la sonorité. Ça, c'est joli. Ouais, c'est pas mal, effectivement. C'est sûrement une réplique. Je suis pas sûr. Ah, tu penses que c'est vrai? Je pense bien. Il y a quand même beaucoup de répliques qui sont très belles. Hein. Nous, on regarde sa voiture en mode, tiens, c'est joli ça. Lui, il regarde notre voiture en mode, c'est quoi ce truc? Je connais pas ce modèle. C'est souvent la réaction des gens. Il y en a beaucoup qui me demandent. Bah, surtout qu'à l'avant, il n'y a pas le logo Toyota, il est sur le coffre, mais à l'avant, il y a le logo du Griffon en fait. Ouais, il n'y a aucun autre lettrage sur la voiture. Alors c'est sympa parce que du coup, on ne voit pas sur la caméra qui est supposée le montrer, mais on voit quand même plutôt bien où est le bout du capot finalement. Allez, qu'il est relativement plongeant, on a quand même une vue, on sait estimer où est l'avant de la voiture. Alors bon. X. Et donc elle a le mode rampant aussi. À la BM, c'est bon. Petite accélération. Ah effectivement quand ça rétrograde et que ça envoie, c'est vif. C'est-à-dire que tu rajoutes les deux boutons rouges sur le volant et effectivement des fuites. En mode Fast and Furious avec le NOS. C'est ça. Et en plus j'étais même pas en mode power en plus là. Non, c'était le mode normal. Est-ce qu'elle rétrograde plutôt aussi quand t'es en mode power? Oui. En mode power. J'aime bien ce petit coup de pied. De toute façon, t'as soit de ça, soit de brrrp si tu. Quand t'as des moteurs turbo un peu. Combien de chevaux d'ailleurs? Sur papier, c'est déclaré à 280, mais réellement, j'en sors 330. Oui, c'est comme la Supra. C'est ça. Le fameux. Gentleman Agreement japonais C'est ça. de l'époque. Selon toi, elle se destinait plutôt à quel type de clientèle, du coup, la Sora? Marché américain principalement. Et plutôt pour quel usage? C'est un usage de week-end, c'est ça, ou de. Plus cruising? C'est ça, aux États-Unis, ils ont des routes bien différentes de ce qu'on a chez nous. Ouais, c'est ça. Plus Plus mode, ici, avec la boîte auto, elle est plus sur notre balade un peu sportive, on va dire. Que... Ouais, un peu comme ils font aux États-Unis, hein, ils traversent de l'ouest en est avec des grandes lignes droites. C'est plutôt des voitures pour cruiser tranquille. On va la guérir à Londres. N'est-ce pas? Merci. Merci. Je chauffera pas trop fort. C'est ça. Et c'est bien, mon pied gauche est bien resté immobile. Habituellement, il a tendance à chercher une pédale d'embrayage qui n'existe pas. C'est souvent l'inconvénient de la boîte auto. Il faut s'habituer, une fois que t'as le truc, ça va tout seul. Après, comme je te dis, j'ai pas l'habitude. J'ai pas encore l'habitude. Parce qu'il faudra sûrement que je m'y habitue avec les voitures électriques. Boîte manuelle, ça va être compliqué. Bah, on n'aura plus le choix de toute façon. Hein. La boîte manuelle, dans 10 ans, on n'en parle plus. Ouais, je pense qu'il y aura c'est dommage. Je crois qu'il y aura toujours des petites séries de boîtes manuelles pour les connaisseurs. Tu consommes combien d'ailleurs avec celle-ci? Quand on aime, on compte pas. Bref, si je dois vraiment faire un calcul moyen, en roulant vraiment cool, je tourne entre 10 et 12 litres au 100. Ce qui est tout à fait raisonnable. Pour l'époque et la cylindrée, c'est bien. Fin de vidéo avec cette Sorer. Deuxième saison, deuxième voiture que tu nous présentes. Avec plaisir. Et il y en aura une troisième, bientôt. Est-ce que ça sera sur cette saison ou sur la saison 3? Je ne sais pas. Mais tu as encore des choses à nous faire découvrir. Des chouettes choses à faire découvrir. Des petites choses, des plus grosses choses. On verra laquelle. On verra laquelle. Souvent japonaise. Toujours japonaise. Toujours japonaise. Et puis, merci à toi d'être venu. Merci à toi comme d'habitude pour la qualité du travail. Et je fais de mon mieux. Hein. Et on n'oublie pas un like. Évidemment, effectivement, n'oubliez pas le like. Et puis, alors quand même, les qualités et les défauts de ta propre voiture. Ah oui, il y a du changement sur cette saison 2. C'est le propriétaire qui doit juger sa voiture cette fois. C'est compliqué. Tu as le droit de faire de la mauvaise foi. Alors, les qualités rares et méconnues. Les défauts rares et méconnus, donc pour les pièces spécifiques, c'est un petit peu particulier. Moi, je dirais dans les qualités, si je peux en ajouter une, It's a Supra, mais moins cher.
On peut voir ça comme ça, effectivement. C'est... La cote d'essai horreur est en train d'exploser aujourd'hui, donc celui qui veut se faire plaisir, faut pas hésiter, c'est maintenant. Ça a presque triplé en 3 ans, donc il faut y aller. Moi personnellement, c'est un modèle que j'avais découvert à l'époque sur les jeux vidéo, forcément, Gran Turismo, etc. Je l'ai redécouvert plus récemment avec le drift. Il y a un pilote français du championnat de drift qui en avait une, verte d'ailleurs. J'essaierai de retrouver des images, j'essaierai de les intercaler quelque part. Et puis j'ai moi-même eu un modèle radiocommandé avec cette carrosserie-là, donc ça me fait plaisir de tester la vraie. Avec plaisir. Donc voilà, comme tu le sais, tu es le bienvenu pour venir nous présenter tes autres voitures. Pas de soucis. Et puis évidemment, d'ici les prochaines vidéos, n'oubliez pas, on s'abonne, on active la cloche de notification. Vous pouvez également rejoindre le paddock en cliquant sur le bouton rejoindre si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne. Et puis il y a également le Utip qui apparaît dans la description. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.